Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ouais, chouette. Du coup, nous, on va vous proposer un format spécial par rapport aux autres podcasts qui ont lieu aujourd'hui, parce qu'en fait, nous, on a un podcast qui est déjà fini. Voilà. Donc, on a fait un podcast de 10 épisodes qui s'appelle « Pourquoi c'est comme ça ?» C'est un podcast qui a été réalisé dans un cadre associatif. Donc, on est 2 assos à s'être mis en commun. Une association en éducation permanente. L'éducation permanente, c'est travailler avec des adultes sur des enjeux de société. Et c'est une association pour laquelle moi je travaille qui s'appelle Corps Écrit et qui est une association féministe. Et à côté, c'était une ASBL de création multimédia, enfin création audiovisuelle, pardon, pas du tout multimédia, qui s'appelle Supernova Film Lab. Et donc dans ce cadre, en fait, on a eu des subsides divers et variés. Et on a créé ce podcast sur des enjeux féministes. Donc l'idée, c'était que chaque épisode réponde à une question, qui est un peu une question simple, on va dire, et que de cette question, on parte pour tirer le fil et pour réfléchir à un concept, un enjeu, une réflexion féministe. Et donc cette série de 10 épisodes s'est clôturée en septembre 2024. Et donc là, on tourne pour diffuser le podcast. Et donc nous, notre concept, c'est plutôt de faire une écoute participative. Donc c'est-à-dire qu'on va écouter le prologue, qui est assez court, et puis un épisode qui parle du langage, donc qui est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on dit « il était une fois » alors que c'est une fois ? Et qu'après, en fait, on discute ensemble, dans une vision beaucoup plus éducation permanente. Pour parler un tout petit peu du podcast avant de lancer... ce qu'on peut dire, c'est que du coup, l'idée, c'était de faire un... Donc, qu'est-ce que je peux... Quelqu'un veut compléter ? Ou peut-être se présenter, en fait. Parce que moi, je travaille pour Corps Écrit, je m'appelle Lise. Et moi, c'est Gigi. Ouais, moi, c'est Charline ou Charles. Peut-être si je prends le flambeau. L'idée du podcast, on va en parler un peu dans le prologue. Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un podcast comme ça ? Quelles étaient nos intentions à la base ? Et alors, ce que je propose, c'est qu'après le prologue, on introduise pourquoi est-ce qu'on a décidé de présenter cet épisode-là, parce qu'il y en a 10 différents, chaque fois sur un sujet différent. Et je vais quand même juste nommer quelque chose qui est peut-être pas... c'est un peu dit dans le prologue, mais l'idée, c'est le podcast, il est sur toutes les plateformes d'écoute, mais il y a aussi un site internet qui est fait, qui s'appelle pourquoipodcast.be, où il y a d'une part les interviews des personnes qu'on a interviewées pour les podcasts, mais ça, on en parle dans le prologue, mais il y a aussi tout un lexique et toutes les ressources qu'on utilise pour que les personnes puissent en fait s'approprier cet outil et pour qu'on puisse le diffuser et pour que chacune puisse participer à une société plus inclusive de manière générale avec ce petit outil. Ouais, tout à fait. Je rajouterais que du coup, l'idée du podcast, c'était vraiment de donner un peu une première porte d'entrée sur un sujet et puis qu'on ait vraiment envie que les gens aient envie d'aller plus loin. Et donc, le site internet permet aussi ça, d'avoir plein de ressources pour aller plus loin sur certains sujets. Parfait. On va lancer le prologue alors. Du coup, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez une expérience immersive. Vous pouvez les laisser ouverts, vous faites comme vous voulez, mais ça va très bien se passer. Bonjour, chère auditrice, et bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça. Je m'appelle Charles. Et moi, c'est Gigi. Moi, je m'appelle Lise, et on est toutes les 3 les autrices du podcast. Et moi, c'est Laurence, je suis la réalisatrice du podcast. Alors, on a pris pas mal de temps pour écrire ce prologue. On savait pas trop jusqu'où on devait raconter nos histoires. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était juste en train de chercher des éléments de nos vécus qui permettaient de légitimer qu'on avait bien notre place, à être ici, à vous parler. Alors finalement, on a décidé d'assumer qu'on avait pleinement le droit d'être là. Pourquoi c'est comme ça ? Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Moi, c'est Gigi. Je ne suis pas née en Belgique, vous allez entendre mon petit accent, mais je me sens vraiment bien ici. Mon langage d'amour, c'est cuisiner des plats préparés avec lenteur pour mes amis et pour les personnes que j'aime. J'ai un amour inconditionnel pour mon chien, Bertha,
et les gens disent que j'ai un talent pour dormir. Ce que le féminisme m'a apporté, c'est apprendre à être à l'aise dans le malaise. Mais aussi, le féminisme m'a fait rencontrer une communauté de gens vraiment trop stylés. Moi, c'est Charles. Cuisiner, c'est pas trop mon truc, mais par contre, j'adore manger. Mais seulement des produits végétaux. Le chocolat noir est quasiment la base de mon alimentation. Je voue un amour infini pour les chats, et parfois, je me dis que c'est presque maladif. Puis, je suis un peu gênée de le dire, mais en fait, je connais tous les sortilèges d'Harry Potter, tellement j'ai regardé ces films en boucle. Go Serdaigle. Ce que les féminismes m'ont apporté, c'est d'abord des prises de conscience et de la compréhension sur des situations que je trouvais injustes, mais que je ne savais pas m'expliquer. Encore aujourd'hui et probablement pour toute ma vie, ça continue de m'ouvrir l'esprit et de penser à des stratégies politiques pour une société plus juste. Moi, c'est Lise. Et ce que j'aime sans doute le plus faire sur cette terre, c'est écrire et lire. Et il y a des textes qui me font plus frissonner que le plus intense des baisers. Puis aussi, je suis un peu comme un arbre, je m'ajuste en fonction des saisons. Je perds mes feuilles, je m'arrête, je bourgeonne, et puis je fleuris. J'aime bouger mon corps parce que la vie est une danse. Je peux pas m'empêcher d'apprendre de nouvelles choses et tous les 6 mois, j'ai une nouvelle passion. Les féminismes, ça m'a redonné de la puissance et ça m'a fait prendre conscience que la vulnérabilité est une force et que mes amis, que mes amours sont ma maison. Moi, je suis Laurence, je suis productrice et réalisatrice dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Je suis maman de 2 amours, une fille et un garçon, et je les ai accueillis dans ce monde comme des cadeaux. Et en échange, ils me renvoient sans cesse mes incohérences à la figure. Et je les remercie pour ça. J'ai aboli les principes et la recherche de vérité, parce que plus je grandis, plus je découvre qu'il n'en existe aucune. La seule vérité qui me tienne, c'est l'amour qui m'anime. Je sais difficilement passer à côté. J'ai rapidement dû faire face au féminisme, parce que j'ai été un garçon manqué quasi toute ma vie, en tout cas jusqu'à mon adolescence. Donc c'est comme une amie pour moi, le féminisme. Dans la culture dans laquelle on a grandi, en ce début du XXIe siècle, au travers de nos chemins, on a toutes rencontré les féminismes. Et ça nous a toutes tellement fait du bien. On a commencé à regarder le monde avec un regard féministe. Un regard qui prend soin, qui cherche à comprendre, qui respecte, qui écoute, qui croit, qui fait lien. Les féminismes, pour nous, ce sont des grilles de lecture pour observer les structures et les dynamiques de la société dans laquelle on vit. Et plus on devient féministe, plus on a la conviction que le féminisme, ce n'est pas juste un mouvement qui permet d'améliorer les conditions d'existence des femmes ou des personnes en marge, mais c'est aussi la ressource de renverser tout un système qui améliorerait la société dans ses fondements et pour tout le monde. Parce qu'on ne voit pas comment un monde peut être joyeux, agréable et aimant à vivre sans une égalité réelle et une justice. Avec nos belles lunettes sur le nez, on a chacune à notre manière récolté un petit paquet de connaissances, glanées au fur et à mesure de nos expériences, de nos études, de nos rencontres. Si on avait envie de les partager avec vous ici au travers de ce podcast, ce n'est vraiment pas parce qu'on s'estime détentrice d'un savoir plus grand et pertinent. Bien au contraire, on sait qu'on est biaisé, qu'on loupe des angles, qu'on ne connaît pas tout, et qu'on a encore plein de choses à apprendre et à déconstruire. Et aussi qu'il y a des vécus aussi diversifiés qu'il n'y a de personnes sur cette terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tenu à donner parole à d'autres, pour ne pas juste rester entre nous 4. À des personnes bien plus concernées, dont chaque interview se trouve en bribes dans les épisodes, mais surtout en entier sur notre site. Si on a fait ce podcast, c'est plutôt parce qu'on avait envie de rassembler toutes ces clés de compréhension qui nous ont changé, et de les transformer en un outil à se passer d'oreille en oreille, qu'on connaisse des sujets ou pas. Puis surtout, pour aider celles et ceux qui sont fatigués de devoir encore, toujours, réexpliquer. Puis il faut avouer qu'on avait, nous aussi, envie de prendre la place, de prendre la voix. Ce qui importe pour nous, c'est de rappeler que penser les questions de genre, ça ne se fait jamais vraiment seul. Quand on parle d'êtres humains, de liens et de rapports sociaux, il y a plein de choses qui s'entrecroisent, même si tout ça est fondamentalement lié. Nous, on essaye ici au mieux, même si on sait que ce n'est pas assez, de mettre aussi en lumière les luttes qui rejoignent le féminisme. Le racisme, le validisme, l'homo-lesbo-bi-transphobie, le classisme. Une autre chose importante à dire, c'est que de parler de discrimination, ça peut être douloureux à entendre quand on en a soi-même vécu ou qu'on en a été témoin. Pour tous les épisodes, même si certains sont peut-être plus chargés pour vous que d'autres,
on vous invite, avant de les écouter, à prendre soin de vérifier avec vous-même, de vous assurer que c'est le bon moment pour vous et que vous êtes entouré si besoin. Les épisodes ont été pensés dans un certain ordre, donc si vous avez le goût de tous les écouter, on vous invite à suivre leur ordre. Mais si pas, piochez ce qui vous intéresse, puis allez sur notre site pour trouver toutes les ressources pour creuser les sujets et les interviews en entier. Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Est-ce que le micro remarche ? Oui ? Ok, super. Mais voilà, donc là, c'était un peu la petite présentation de c'était quoi notre intention et qui on est chacune. Donc, comme vous avez remarqué, on n'est que 3, alors que normalement, on est 4 dans le podcast. Laurence n'est pas là aujourd'hui. Son ASBL, elle s'appelle Supernova Film Lab. Et donc, c'est elle qui a été la réalisatrice et qui a mis tout ça en forme. Et nous 3, on était les co-autrices du contenu, quoi. Comme ça, vous savez. Mais Laurence fait un très chouette travail aussi, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous. Voilà. Est-ce qu'on dirait un mot sur pourquoi on a choisi cet épisode ? Ouais, si tu veux. Vas-y. Ouais. Pourquoi on a choisi cet épisode ? Donc comme Lise le dit à la fin du prologue, pour chaque épisode, on invite les personnes à réfléchir, est-ce que c'est le bon moment pour vous de l'écouter ou pas ? Parce que parfois, ça parle, si ça parle de discrimination, ça parle parfois de sujets difficiles à écouter. Maintenant, le podcast qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est le plus léger, entre guillemets, qu'on a fait sur le pouvoir du langage. Donc ça, c'était une des raisons. Une autre raison, c'est que maintenant, vu le contexte on est aujourd'hui en Belgique, avec des partis qui se positionnent contre l'écriture inclusive, on voulait vraiment mettre en évidence pourquoi est-ce qu'en fait c'est quelque chose d'important et qu'il y a vraiment des rapports de pouvoir qui se jouent dans la langue française, et dans toutes les langues d'ailleurs. Mais donc ça, on va en discuter. Et alors la troisième chose, c'est que comme c'est une journée pour les podcasteristes, en fait, de prendre conscience que quand on prend la parole et les mots qu'on utilise, en fait, vont avoir un impact sur l'imaginaire des personnes qui nous écoutent et sur les actions aussi, de manière générale, de la collectivité. Et donc, c'était important pour nous aussi d'utiliser cet épisode-là aujourd'hui, quoi. Je vous inviterai, parce que donc, après l'épisode qui va durer 13 minutes, on aura quand même un bon temps d'échange, quoi. Si vous avez des questions par rapport à l'épisode, parce qu'en 13 minutes, en fait, il y a quand même beaucoup d'informations qu'on essaie de donner, plein de clés, plein d'outils. Parfois, ça va un peu vite, quoi. Donc, n'hésitez pas à noter et à nous poser des questions par après, ou même des choses, même si ce n'est pas des questions, des remarques, des suggestions, ou des choses que ça vous évoque. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange ensemble par rapport à ce matériel après. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est pas grave. Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Ce sont les voix de Charles et Lise qui vous porteront tout au long de l'épisode. On y découvrira pourquoi on dit « il était une fois » alors que c'est une fois. Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de Camille Pierre, polyartiste qui fait dialoguer les langages du dessin, de la musique, de la dramaturgie, du mouvement et de la poésie. Il se produit entre autres sous les noms de Nestor au slam, Josie en drag queer et Pierre Rococo dans la chanson. Bonne écoute! Il existe une expression dans la langue française où le masculin ne l'emporte pas. C'est la chasse aux sorcières. C'est étrange quand on y pense. Isabelle Sorante, dans le complexe de la sorcière. Lise, tu sais ce que fait un singe quand il rentre dans un café ? Non. Splash. C'est nice, non ? Non mais ok, bon moi j'ai une vraie devinette pour toi. Ok, vas-y. C'est un enfant qui est dans sa voiture avec son père quand ils ont un grave accident. Le père meurt sur le coup. Et le fils, il est transporté à l'hôpital et doit se faire opérer d'urgence. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé dans la salle d'opération, mais dès l'entrée dans la salle, le chirurgien voit l'enfant et dit d'une voix blanche « Non, je peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Alors à votre avis, comment c'est possible ? Oh, que je sais ! Pourquoi c'est comme ça ?
le podcast qui vulgarise les théories féministes. Bon alors vous, est-ce que vous avez trouvé ? Eh ben c'est possible parce que le chirurgien est en fait la chirurgienne et c'est la mère de l'enfant blessé. Si vous avez mis du temps à trouver cette réponse ou si vous avez pensé que l'enfant avait deux pères, c'est bien parce que les termes chirurgien et le meilleur de l'hôpital ont d'abord réveillé dans vos représentations mentales une image au masculin. Cet exemple permet de démontrer que la règle du langage « le masculin l'emporte » n'est pas une règle anodine ou neutre. Elle a un impact sur notre imaginaire. Elle force notre esprit à avoir des représentations genrées et cloisonne ainsi les genres dans des rôles présupposés. Reprenons la même devinette. De quelle couleur de peau avez-vous imaginé la chirurgienne ? Blanche, n'est-ce pas ? Notre langue, en tout cas l'usage traditionnel qu'on en a, participe à construire des préjugés sexistes et racistes. Ça le prouve encore. Le langage et l'utilisation des mots sont donc un puissant moteur de création et de perpétuation des représentations. C'est exactement pour ça que le langage a toujours été un espace crucial des luttes. Mais aussi, du coup, c'est pour ça que c'est difficile de le faire évoluer, parce qu'il y a là un enjeu de pouvoir sur notre manière de percevoir et donc d'agir dans le monde. Pourtant, au fil du temps, toutes les langues évoluent et varient. Ça, c'est un fait. Tout le monde s'accorde là-dessus. On ne parle pas de la même manière qu'il y a 100 ans, ni même en réalité qu'il y a 15 ans. Mais par contre, elles n'évoluent pas naturellement. En fait, ce sont les personnes qui parlent la langue qui la font évoluer. On met très rarement en lumière que l'évolution d'une langue est entre autres liée à l'évolution du système de pouvoir qui existe dans la société. Il y a un lien entre langue et société, et donc un lien entre pouvoir et évolution de la langue. Par rapport aux questions de genre, ça remonte à longtemps. On peut l'analyser sous le prisme de la masculinisation de la langue en France, parce que c'est de là que notre usage du français vient. Petit retour vers le passé. Au XIIIe et XIVe siècle, on voit une masculinisation de la langue se mettre en place, car l'Église prend de plus en plus de pouvoir, créant les universités où seuls les hommes chrétiens de genre masculin sont autorisés à entrer. Les diplômes universitaires deviennent le Saint Graal pour accéder aux métiers d'influence et à la fonction publique. Les femmes se font alors écarter des lieux d'influence et de pouvoir, et en parallèle, la langue marque de plus en plus le masculin. Un nombre de métiers, par exemple, n'existe plus qu'au masculin. Ensuite, à la fin du XVe, début du XVIe siècle, au sortir de la guerre de 100 ans donc, une démasculinisation est en œuvre dans la langue française. Car beaucoup de femmes arrivent ou reviennent à des postes de pouvoir, héritières du trône, gouvernantes, chargées de missions culturelles à la cour. Les personnes instruites récupèrent des anciens mots pour les femmes de la cour, et les femmes qui dirigent. Beaucoup de mots en tris reviennent ou deviennent langage courant. Comme par hasard, au moment où les femmes reprennent plus de pouvoir, l'Académie française va imposer une masculinisation radicale et drastique de la langue juste après cette période, donc au XVIIe siècle. Académie composée uniquement d'hommes aristocrates et blancs. En imposant de nouvelles règles drastiques, ces hommes condamnent et évincent des noms féminins de métiers employés à l'époque tels que autrice, peintresse, philosophesse, médecine. La nouvelle règle imposée dès lors par l'Académie est la fameuse « le masculin l'emporte ». Et parallèlement, en 1694, le mot « homme » devient le mot signifiant l'ensemble de l'humanité. Et c'est donc pour ça qu'on dit « il était une fois » et pas « elle était une fois » alors que c'est « une fois ». Ça vient de cette masculinisation de la langue. Au-delà des règles de masculinisation, l'Académie a aussi complexifié la langue à plein d'autres égards pour en faire une langue remplie de règles, d'exceptions, de particularités, des plus difficiles à comprendre et à intégrer. On se retrouve avec une langue où il y a 12 manières d'écrire le son S en français. Ces décisions de l'Académie vont à l'inverse des usages. Elles créent une langue volontairement élitiste. Ça permet de séparer le peuple et les femmes des hommes intellectuels nobles ayant, eux, le temps et les moyens d'apprendre ces nouvelles règles complexes et contre-intuitives. Puisqu'on continue à utiliser les règles d'une langue qui est volontairement exclusive, et que le langage structure notre manière de penser, et que de notre pensée découlent nos actes et nos comportements, comment sortir d'une société inégalitaire ?
La peur d'être quitté par l'être aimé, la jalousie, une infidélité et la folie parfois s'emparent de celui ou celle qui ne devait a priori qu'aimer. La passion peut alors devenir destructrice et même conduire au crime. Un exemple intéressant pour voir comment l'usage du langage est utilisé comme un outil de contrôle social et de pouvoir, c'est le traitement médiatique des féminicides. Dans une étude faite par l'Association des journalistes professionnels belges, on a mis en avant la manière dont les médias, dont la presse, utilisent des mots qui permettent de justifier l'agresseur, lui trouver des excuses ou minimiser les violences qu'il commet. On voit ainsi des termes utilisés comme « l'amoureux est conduit » pour parler du criminel, le chagrin d'amour pour justifier la cause de son acte et l'incident, le drame conjugal ou le bien connu crime passionnel pour nommer son acte criminel. On insiste sur le criminel parce que le féminicide, c'est un crime systémique et non un fait divers. Pour rappel, en moyenne 2 femmes par mois sont tuées en Belgique par leur compagnon ou ex-compagnon. Le mot féminicide est reconnu par l'ONU et est en train de rentrer dans la loi belge, mais pourtant on le voit encore très peu dans la presse. C'est problématique parce que utiliser le mot drame ou passionnel, c'est revendiquer le côté fictif, tragique, théâtral, romantique. Dans les médias, il y a une réelle romantisation de ces violences qui rappelle les comédies théâtrales classiques. Les crimes sont alors souvent tournés en dérision. Par exemple, en mars 2021, on a pu lire dans les journaux « Yvonne, tuée parce qu'elle a décongelé des frites par inadvertance ». En réalité, Yvonne a été tuée pour la simple raison qu'un homme a décidé de l'assassiner. Et du coup, utiliser le langage de cette manière, c'est minimiser la violence, invisibiliser l'agresseur et même responsabiliser la victime et sortir de la réalité des faits. Les mots utilisés effacent la gravité et nourrissent l'idée qu'il s'agit de faits isolés extraordinaires, alors que les féminicides sont des violences systémiques structurelles. Puis très souvent, on va utiliser l'amour comme une excuse, ce qui permet de rendre la violence acceptable. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. C'est en donnant un nom juste et réel aux choses qu'on visibilise ce qui existe. Et les féminicides, ça existe. Et ça s'applique aux choses, aux actes, mais aussi aux vécus et aux identités. Par exemple, des activistes afroféministes se réapproprient le mot « race » pour rendre visible qu'il existe encore des différences de traitement selon cette norme sociale. Ça s'appelle le racisme. Un autre exemple, c'est le pronom inclusif et non-binaire « yel », qui est enfin entré dans le dictionnaire en 2021, alors qu'il était déjà utilisé dans le langage depuis des années. On y revient, mais les mots créent les idées. Si on a mis autant d'énergie et passé autant de temps à effacer le féminin de la langue au XVIIe siècle, et qu'il y a autant de résistance à les réinclure ces dernières années, c'est bien la preuve qu'il y a un enjeu derrière. La langue reste une lutte de pouvoir. C'est pour ça qu'il est crucial de lutter contre le courant, s'approprier la langue et s'affranchir de ses règles traditionnelles. Et une manière de faire ça, c'est par le langage inclusif. Ah, le fameux et controversé langage inclusif. Fameux, mais surtout pas si nouveau. Parce que même s'il paraît tout neuf, ça fait en réalité des dizaines d'années que dans les milieux féministes, on l'utilise et le teste comme un laboratoire linguistique. Le langage inclusif, c'est comme son nom l'indique, un langage qui permet d'inclure les femmes et minorités de genre exclues de la langue et donc invisibilisées et ou stigmatisées dans notre société. Puis ces règles sont inspirées de ce qui existait avant l'Académie française, comme le mot autrice, donc ça date. Ces règles au pluriel, parce que si de nombreuses personnes le limitent au point médian, il existe en fait de nombreuses règles possibles au langage inclusif. Qu'est-ce que je pense de l'écriture inclusive ? Je trouve que c'est un terrain de jeu trop cool, parce que comme ça n'a pas encore été figé, il y a moyen de proposer plein de sculptures différentes, de re-orfèvrerie des mots. Et alors des fois, tu sais, j'essaye certains trucs à l'oral, et puis il y a des personnes qui font « Ah, bah c'est joli ça !» Et en plus c'est pas compliqué, ça se retient. Enfin, voilà. Donc comment est-ce qu'on peut proposer des versions enthousiasmantes et en même temps se dire « ça n'a pas besoin d'être joli pour être justifiable, quoi ». Mais je me rends compte que moi des fois c'est ma stratégie, de le rendre drôle, agréable à l'audition et enthousiasmant. Comme ça, je me dis, ça va peut-être remarquer des personnes qui avaient pour seule réticence que c'était pas joli à l'oreille. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui décide que c'est beau dans cette histoire de langage? C'est qui a le pouvoir sur le langage et sur la langue au final. L'Académie française se bat contre ce langage inclusif et n'a lâché une partie des armes finalement qu'en 2019, en acceptant la féminisation de certains métiers. Contrairement à ce qu'elle argumente, modifier les usages de la langue, c'est pas la rendre moins riche, plus complexe, mais c'est la rendre plus égalitaire et plus inclusive. Surtout quand on se rappelle qu'au XVIIe siècle, lorsque la langue s'est vue masculinisée, les intellectuels résistants à la masculinisation de la langue amenaient exactement les mêmes arguments. Masculiniser la langue la rendrait plus complexe et moins vivante et moins riche. On sait qu'aucune révolution politique n'aura lieu sans un changement radical de nos manières de penser le monde. Et penser le monde, ça passe aussi par la manière dont on le nomme. Et qui dit changement, dit souvent inconfort. C'est normal de ne pas vous sentir confortable à modifier ce que vous avez toujours appris, connu, utilisé. Mais si vous sentez ça, c'est sans doute que vous êtes sur la bonne voie. Si cette langue inclusive reste un laboratoire d'essais en cours, réinventer les usages de la langue et un nouveau vocabulaire, c'est des manières de participer à retourner les rapports de pouvoir. Parce qu'en parlant différemment et en prenant la voix, on crée un contre-pouvoir. On construit une puissance d'agir et un empowerment féministe. Un podcast de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denaring. Produit par Corps Écrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie nationale. Réalisé par Laurence Denaring, écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale, Loïc Le Foll. Merci. Du coup, l'idée maintenant, c'est de vous inviter à prendre la parole. Voilà, ça peut être vraiment, si vous avez des questions sur le sujet, sur la forme par rapport au podcast, ça peut être des impressions, des émotions, enfin, qu'est-ce qui vous vient après avoir écouté cet épisode et de discuter ensemble. Voilà. Ok. Du coup, il y a un micro qui va passer dans la salle, ou alors vous allez aller jusqu'au micro, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais peut-être ouvrir quand même. Hein. C'est marrant parce que vous avez parlé de l'écriture inclusive. Ouais. J'ai eu, pas plus tard qu'avant-hier, une réunion avec un mec. Hein, et il m'a dit, moi, ça me fait chier d'utiliser l'écriture inclusive parce qu'après, mon texte, ça ressemble à du morse. Donc, je lui ai dit, eh ben, c'est pas grave, c'est Alt 250 sur ton pavé numérique pour faire le point médian. Ouais, bah déjà, c'est super de répondre ça. Après, par ailleurs, une des choses qui revient souvent, c'est effectivement de dire que l'écriture inclusive, le langage inclusif, ça se limite au point médian. Déjà, l'idée du point médian, c'est en fait de juste rassembler des mots pour qu'ils soient moins longs. C'est ce qu'on fait, par exemple, en mettant sur les documents officiels, il y a souvent des S entre parenthèses, ou des choses comme ça. Ça permet de pas doubler les mots, mais en vrai, c'est un seul usage parmi plein d'usages. Il y a plein de règles différentes dans l'écriture inclusive, dans le langage inclusif. J'avais eu une conversation aussi sur pourquoi tu utilises le point médian, pourquoi tu ne mets pas entre parenthèses le E. Je dis parce que j'ai pas envie d'être entre parenthèses. Enfin, c'est des comme ça. Ouais. C'était une des réflexions dans les milieux féministes, effectivement, parce qu'il y a eu plein de réflexions sur comment est-ce qu'on peut visibiliser le féminin. Et mettre entre parenthèses, ça posait problème pour cette question-là, quoi. Parce que c'est, encore une fois, rapetissir ou amoindrir. Ouais. Ouais, et c'est mettre entre parenthèses, c'est aussi mettre à côté de la norme, quoi. C'est-à-dire, la norme, c'est le masculin, et puis après, on rajoute un petit truc à côté pour dire, ah oui, mais aussi les autres personnes que la norme. C'est-à-dire les femmes et les minorités. Donc, ouais, effectivement, c'est problématique. J'ai raté un morceau, j'ai dû sortir, je suis désolé, régler une petite problématique. Mais moi, je me posais une question en écoutant, parce que je vous avais écouté avant de venir. Voilà, je suis très intéressé, donc voilà.
Ce qui me choque, moi, c'est le rôle de l'éducation scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un processus de déconstruction. Tu as vu, j'ai même failli dire une. Et je me rends compte que malgré mon envie de changer en tant qu'homme, c'est très difficile parce que tu as dans l'empressement, dans la distraction, dans le stress, dans des tas de situations, tes valeurs, elles sont là, ton envie est là, mais tu peux être distrait. Et là reviennent les biais cognitifs qui sont acquis par l'éducation et le bourrage de crâne éducationnel à l'école. Et ça, c'est le plus dur à changer. Et ce que je déplore, et ce que je ne sais pas si vous en avez parlé pendant que j'étais absent, mais ce qui manque, c'est que les écoles soient plus stimulées, plus impliquées, plus dans le changement. Et c'est pas que le politique. Je crois que les assos doivent aussi frapper à leur porte et leur dire ça ne va plus. Alors on sait la polémique qu'a fait les Vras, mais c'est un autre débat. C'est pas le même débat du tout. Ici, on parle du langage. Et comme vous l'avez très bien illustré, le langage, c'est la clé. C'est la clé du changement. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment aller militer dans les écoles et changer dans les écoles, quoi. Enfin, voilà, c'est juste une parenthèse et une question en même temps. C'est une des clés parce que je pense qu'il y en a plein. Ce qui est compliqué dans les écoles, c'est que du coup, il y a quand même des règles qui sont définies. Moi, j'ai justement fait une formation sur le langage inclusif il y a quelques semaines, et il y avait une prof de primaire, il me semble, ou début secondaire, qui était là, et qui justement posait cette problématique qu'elle amenait ces règles, mais que du coup, elle était la seule. Et donc, les élèves qui avaient d'autres profs étaient complètement embrouillés, donc ça posait vraiment des questions en interne de comment est-ce qu'on fait cette transition, parce qu'évidemment, nous, dans l'idéal, on imagine que ça va vers ça. On ne sait pas trop politiquement, mais voilà. Mais du coup, c'est effectivement comment c'est possible de faire évoluer ce langage, et en même temps, c'est qu'en le faisant bouger que ça va permettre d'évoluer. Mais ouais. Et je sais plus c'était quoi le reste de la question. Peut-être tu peux répondre si tu dis. Moi, je pensais au fait que les langues, ça s'apprend, et on a inséré tellement de nouveaux mots dans la langue, genre tous les mots de l'anglais. Bon, en français un peu moins, dans d'autres langues un peu plus. Et qu'il y a des changements qu'on accepte. Et c'est bizarre que celui-là, il est plus difficile à accepter que smartphone. Maintenant, j'ai des exemples de l'italien où on parle à moitié italien et à moitié un slang français, anglais-italien. Mais voilà, la langue, ça change et ça s'adapte, quoi. C'est pas grave. Mais je pense aussi qu'il y a une particularité avec la langue française. Peut-être que d'autres langues existent, qui existent chez d'autres langues, mais qui est vraiment... En fait, c'est très difficile d'apprendre les règles. Et donc, je pense aussi que les gens s'accrochent à... En fait, j'ai appris les règles, donc maintenant, je les applique. Et donc, les désapprendre, c'est très difficile. Et aussi pour toutes des personnes qui peuvent avoir plus de mal à l'école, qui ont qui sont qui ont de la neurodivergence, comme on dit maintenant, neurodiversité, et qui ont vraiment eu du mal à pouvoir apprendre ces règles, qui, du coup, pour eux, c'est vraiment difficile de revenir et de déconstruire. Donc, c'est aussi quelque chose dont qu'il faut prendre en considération. Mais du coup, aussi, c'est la question que tu posais qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait, en fait, à l'origine pour apprendre ces règles dès le départ, quoi, ou en tout cas ouvrir la possibilité qu'elles existent. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on disait dans le podcast, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que intuitivement, les enfants, quand ils apprennent la langue française, ils utilisent des règles du langage inclusif. Donc, par exemple, quand on a une liste de noms auxquels un verbe va s'accorder, donc par exemple, je sais pas, la tante, l'oncle et le chien, en fait, on va accorder avec le dernier élément qui a été nommé. Parce que c'est beaucoup plus intuitif que de commencer à calculer combien il y a eu... ou de dire, en fait, on va tout masculiniser si en fait, il y a eu une chose masculine et puis que des choses féminines. C'est beaucoup plus intuitif d'accorder avec le dernier qui a été nommé, dernière qui a été nommé. Et donc ça, c'est quelque chose en fait le langage non inclusif, du coup, le langage habituel est complètement contre-intuitif pour les enfants. Donc en fait, si on amenait des règles du langage inclusif, ce serait sans doute beaucoup plus facile d'apprendre le français, quoi. Et j'ajouterais juste que dans cette transition ou ce changement, ce qui est très compliqué aussi, je pense, c'est que tout le matériel est fait avec du langage exclusif, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que si jamais les enseignantes décident d'amener ces règles, ou en tout cas cet usage inclusif du français, ça veut dire que le matériel pédagogique, les livres, etc., doivent aussi suivre. Donc, en fait, c'est énorme comme...
Et juste pour rebondir, mais, le podcast est aussi fait pour pouvoir donner ça aux enseignants-enseignantes, si jamais ils ont envie d'avoir un outil sur lequel débuter une discussion avec la classe, parce que c'est aussi évidemment, comme on l'explique, un enjeu politique. Et donc l'idée de l'éducation, c'est aussi d'éveiller à ça les étudiants et étudiantes, pas juste de dire en fait c'est comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que notre podcast s'appelle Pourquoi c'est comme ça, c'est parce que les autrices ne sont pas d'accord avec juste la réponse c'est comme ça. Et donc l'idée c'est de donner du matériel pour pouvoir questionner, ok, ça vient d'où cette langue en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ça, c'est pas juste comme ça. Et moi je rajouterais aussi sur cette question de la déconstruction et la difficulté de toutes ces règles qu'on a intégrées, en fait, aussi, en tout cas dans notre vision, je vais parler en nous, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz, mais en fait, c'est aussi, on apprend, quoi. Et donc, c'est normal, enfin, même moi, en fait, je ne suis pas tout le temps, j'essaye de faire du langage inclusif, mais parfois, en fait, le masculin l'emporte, qui est bien intégré, revient, et en fait, c'est OK, c'est pas grave. Et en fait, on apprend et on essaye, et plus on s'entraîne, et plus ça vient, et plus aussi, on est entouré de gens qui parlent d'une manière inclusive, plus ça s'ancre aussi, mais voilà, il n'y a pas... Parce qu'on a vite à se flageller, à se dire en fait j'y arrive pas ou c'est difficile ou quoi. Et en fait oui, mais en fait c'est ok. On se trompe, on fait des erreurs, on essaye, on recommence, c'est ok. Bah, oui. Il y a une question. Voilà. Merci. Ok, merci. Ouais, c'est super intéressant comme discussion parce que je trouve que d'abord dans un premier temps c'est très difficile de déconstruire parce que le langage nous construit aussi et donc comme le langage participe à la construction de ce qu'on est, notre personnalité, c'est toucher à nous-mêmes que de toucher au langage. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est parfois compliqué de comme ça imposer ou d'engager ce processus-là parce qu'on touche à l'intime aussi quand on touche au langage. Et puis je voulais dire un truc aussi parce que je suis psychiatre et il y a un truc on a beaucoup parlé de langage, mais on a peut-être un peu moins parlé des mots en tant que tels et des significations des mots. Il faut se rendre compte que les mots qu'on utilise sont aussi, leur signification qu'on leur donne sont aussi du fait d'un groupe dominant. Hein. Donc certains mots qui touchent aussi à l'intimité, comme des mots comme, je sais pas, passion, amour, c'est quand même la signification, a priori, elle est liée à un groupe dominant. Et ce qu'on voit alors d'abord avec certains de nos patients et finalement plus globalement dans des groupes minoritaires, c'est que ces groupes ne mettent pas la même signification dans les mots, ou bien n'ont même parfois pas les mots aussi pour peut-être exprimer leur réalité, leurs difficultés ou finalement leurs compétences, leurs habiletés. Et ça aussi, c'est un élément qui est central, c'est qu'on pense que la personne, évidemment pour un mec comme moi, 50 ans et tout, j'utilise des mots et j'ai l'impression que les gens en face de moi mettent la même signification aux mots que moi j'utilise, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que y a d'autres réalités, d'autres vécus, et ça aussi on doit être très attentif à la signification des mots qu'on utilise. J'étais attentif parce que je fais aussi de l'expertise médico-légale et j'avais ce fameux crime passionnel quand on demande à un détenu ou à quelqu'un qui a commis une infraction. C'est quoi pour vous la passion? Il y a d'office une notion de violence et de rapport de vulnérabilité. Pourquoi est-ce que la passion, ça doit d'office être lié à la violence? C'est un exemple évidemment tout bête, mais on peut imaginer que pour certains groupes, passion, il n'y a pas de violence là-dedans. Hein, mais voilà, pour certains groupes, parfois, et pour le groupe majoritaire, certains mots sont associés à quelque chose qui augmente leur domination, leur dominance. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, et qui normalise aussi, du coup, certains actes, certains comportements, tout à fait. Ouais. Et, mais du coup, par rapport à la première partie de ce que tu partageais, moi, ça me fait penser, effectivement, les mots créent qui on est et sont liés à notre intimité, à notre personnalité, mais du coup, évincer la moitié de la population dans le langage, c'est quand même pas neutre, quoi. Comment est-ce qu'on se construit en tant que femme et minorité de genre si, en fait, le masculin l'emporte? Oui, et ce qui est trop chouette avec ce discours, c'est que, et on le dit souvent dans le podcast aussi, et ce qui est trop chouette avec le féminisme en général, c'est que ce n'est pas juste un angle d'approche, mais il y en a plein. Nous, on cite souvent le genre, mais il y a aussi toute la question raciale. Parce que, par exemple, on parle de découverte de l'Amérique, ce qui est aussi
chargé de colonialisme et de racisme, cette expression de découverte de continent en général. Donc en fait, cette grille de lecture est applicable à beaucoup de discrimination dans le langage. Et une fois, j'avais écouté quelqu'un qui parlait de comment, par exemple, il y a des groupes, si on veut les appeler comme ça, des groupes qui n'ont pas la droite et la gauche, mais qui s'orientent avec nord-ouest. Donc imaginez à quel point notre cerveau est formaté par la façon dont on parle. En nous, il y a droite et gauche, mais il n'y a pas du tout est-ouest, alors que d'autres personnes, ça n'existe pas, la droite et la gauche, quoi. Pas politique, hein, mais... Oui, il y a une question derrière toi. Ouais. Merci. Pour moi, c'est peut-être une question bête, parce que pas de question inclusif, langage inclusif, exclusif, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un langage neutre? Ce serait super. Malheureusement, dans la langue française, on n'a pas de neutre. On a du masculin et du féminin. Donc, c'est plus difficile. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des volontés d'essayer de le créer, en tout cas avec le YEL. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des accords en français. Donc, alors, il faudrait recréer une nouvelle langue. Ce serait génial. Mais oui. Tout à fait. Il y a des langues où il y a le neutre et donc ça permet beaucoup plus d'aller vers ça. C'est plus difficile dans la langue française. Mais ce serait évidemment, ce serait l'idéal. On est d'accord. Moi, il y a un truc que je viens tout juste de découvrir dans le prologue, et c'est au sujet du langage, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je n'avais pas du tout réfléchi. Vous avez parlé des féminismes, et j'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus parce que j'ai quelques idées sur la raison pour laquelle on parle des féminismes, mais je dois certainement en louper beaucoup. Trop chouette. On le nomme aussi après le fait qu'on soit biaisé et qu'on ait beaucoup d'angles morts et qu'on n'a vraiment pas envie de imposer notre vision de ce qu'on réfléchit à être le féminisme pour nous ou ce que c'est pour nous. Mais comme aussi pour nous, ça évolue beaucoup, on continue à s'informer, à écouter les personnes concernées. Et donc, il n'y a pas, au niveau vraiment intime, un seul féminisme. Il y a différents féminismes qui nous ont impactés dans notre vie. Et... Bon, est-ce que je peux te tutoyer? En quoi ça te touche, cette réflexion? Parce que je trouve super intéressant, mais... J'ai entendu des réflexions de gens qui ont parfois du mal avec le féminisme, parce qu'il est parfois teinté d'une certaine revendication, parfois violente, parfois guerrière, qui peut parfois aller très loin, que je trouve très justifié, mais effectivement qui peut heurter certains et qui peut les empêcher d'aller, de faire un pas vers l'avant. Et de parler des féminismes, j'ai trouvé ça vraiment très chouette comme présentation, parce qu'effectivement, il y a une idée générale qu'on a bien compris, mais elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Et voilà, moi j'ai appris un truc, donc c'est très très chouette. Je vais juste dire aussi que nous, on est très conscientes de nos privilèges, du coup, et que toutes nos réflexions passent à travers ces privilèges-là aussi. Nous avons toutes été à l'université, nous avons le luxe de pouvoir réfléchir à comment parler une langue inclusive, et je trouve que ça reste quand même de l'ordre du privilège, donc c'est pas anodin, quoi. Je vais juste, pour compléter, ou en tout cas, en fait, de déconstruire un monde patriarcal, c'est impossible de le faire avec un seul féminisme. Et donc, c'est hyper nourrissant de s'intéresser à différents féminismes. Et il y a vraiment tout un concept théorique, plein de concepts théoriques qui ont vraiment pris du temps pour se mettre en place. Et ces concepts théoriques sont aussi... ont été forgés par des personnes qui ont une certaine position sociale. Et donc, dans l'histoire des féminismes, les femmes blanches bourgeoises ont pris beaucoup de place, trop, en ayant des angles morts et en reproduisant d'autres discriminations, notamment le racisme. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le féminisme noir a pris beaucoup plus de place, avec notamment le concept d'intersectionnalité, qui est maintenant un petit peu galvaudé, malheureusement, donc qui signifie le croisement entre les différentes discriminations. Mais donc chaque courant apporte sa teinte et apporte une nouvelle clé pour essayer de comprendre le système patriarcal dans lequel on est, et apporte différentes clés pour pouvoir le déconstruire. Et l'idée, en tout cas si je parle pour le groupe, c'est vraiment d'essayer de collectiviser tous ces savoirs
en essayant de tous les valoriser, en fait. Même s'il y en a avec lesquels on n'est pas hyper à l'aise, quoi. Voilà. Moi, je voulais dire qu'il m'est arrivé 2 belles choses dans mon parcours. J'ai rencontré Olivier Magéran, qui est derrière, là. C'est un sexologue. Il a créé le Love Health Center. Et il m'a appris une notion très importante, qui est l'intention. Donc, on peut faire des erreurs, comme tu disais, parce qu'on est humain. Mais ce qui est important, je crois que dans le phénomène, qu'il soit constructif ou déconstructif de quelque chose, c'est de préciser l'intention. Le fait de mentionner une intention peut expliquer beaucoup de choses, n'excuse pas, mais explique déjà beaucoup de choses. Donc je vais attirer la réflexion là-dessus. Et le deuxième fait où je veux intervenir, c'est que j'ai rencontré d'autres personnes chez Pixis qui m'ont appris le concept de l'histoire que je me raconte. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur qui émet un message, on est récepteur, on écoute un message, mais on va se raconter une histoire sur les mots de l'autre. Et ça aussi, c'est important d'en tenir compte. C'est juste une parenthèse. Oui, en tout cas, je pense que ça rejoint vraiment cette question qui répond aussi un peu à ce que tu partageais, mais que de manière générale, dans les courants féministes, il y a vraiment qu'on a déjà dit, mais cette importance de se situer, de se dire qu'en fait, on a un point de vue parce qu'on n'est pas neutre. Et donc, c'est un peu sortir aussi de toute cette réflexion de l'universalisme, de la neutralité scientifique, par exemple. Il y a tout un épisode sur la santé où on parle beaucoup de ça. Et ça, c'est vraiment dans les courants féministes super important de se dire qu'en fait, on est situé d'office, on est biaisé parce qu'on est qui on est. Donc c'est ça aussi la pluralité des féminismes, parce qu'il y a un peu cette idée qu'en fait, il y a autant de féminisme qu'il y a de personnes féministes, même si tout le monde est en apprentissage constant, mais ouais. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, j'ai 53 ans, j'ai été élevé dans l'idée du patriarcat, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on doit signer un contrat en bon père de famille? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que James Bond doit forcer la femme pour avoir un baiser? Pourquoi est-ce que les héros de Disney sont jusqu'à, il n'y a pas longtemps, toujours des hommes? Et quand c'est une femme l'héroïne, ou bien elle fait du nettoyage, ou bien elle s'endort, ou bien... Elle attend le prince charmant. Voilà. On a grandi dans cette idée de... c'est normal, c'est comme ça. Alors, pour le moment, je vis une situation vraiment formidable, parce que nous hébergeons chez nous la filleule de ma femme, qui a 18 ans, pendant la durée de ses études. Et elle est très engagée dans tout ce qui est féminisme et dans tout ce qui est injustice par rapport à la condition de la femme. Et ça m'a amené, moi, à reconsidérer quasiment la totalité de ma vie, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je trouve normal, par rapport à ce que j'accepte et que je ne devrais pas. Et c'est un questionnement permanent de pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je l'admets? Pourquoi est-ce que je ne réagis pas? Et parfois, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai trouvé une petite astuce pour ça. Quand je suis devant une situation où je me demande si c'est normal ou pas, j'inverse les genres. J'inverse l'homme et la femme et je me dis, tiens, dans l'autre sens, est-ce que je l'accepterais? Et bien souvent, j'ai ma réponse. Voilà. Ouais, c'est une super technique. Une autre super technique, c'est de questionner aussi. Aller questionner les personnes concernées pour leur demander si c'est OK pour elles ou pas. Ou écouter le podcast, parce que c'est exactement ce que tu dis. Pourquoi? En fait, chaque épisode, c'était exactement la même idée. Des choses qui semblent banalisées, qu'en fait, on ne questionne pas ou on répond, c'est comme ça. Exactement. Moi, ma question est un peu générale, mais je ne m'y connais pas du tout, en fait, en écriture inclusive. Donc, est-ce que vous pourriez partager peut-être quelques éléments de ce langage-là? Je sais que récemment, je vois quelque chose, acteur, acteureuse, et pourquoi pas actrice? Je ne sais pas si vous voyez ce suffixe qu'on utilise, le heureuse, d'où il vient. Voilà. Déjà, j'ai ramené un guide. Voilà. Je me suis dit que peut-être il y aurait des questions, justement, donc j'irai le mettre là si vous voulez le feuilleter, parce que du coup, il y a effectivement, en fait, plein de règles. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le langage inclusif, donc c'est né dans les milieux féministes, et l'idée, c'était aussi de jouer avec la langue et de rentrer en contradiction avec l'Académie française qui a amené des règles super rigides, et donc d'avoir un peu cette possibilité de tout le temps changer les règles.
C'est un peu, du coup, compliqué parce que certaines personnes auraient besoin de règles très strictes, mais en fait, les féminismes n'amènent pas trop ça. Mais du coup, il existe plein de règles différentes qui, après, sont applicables de diverses manières. Par rapport à ce que tu dis, alors, je connais pas le acteureuse, mais en tout cas, moi, je connais, donc c'est acteur, actrice. Donc, par exemple, une des règles, c'est de faire ce qu'on dit des doublets. Donc, on va dire le mot en masculin et puis en féminin. Donc, au lieu de dire les acteurs sont montés sur scène, on va dire les acteurs et les actrices sont montés sur scène. Comme ça, on inclut les deux genres. Une question qui s'est posée dans les milieux féministes, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne se retrouvent pas ni dans le masculin ni dans le féminin, qui sont du coup non-binaires ou autres. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, si on mixe les deux mots, ça fait une manière d'inclure tout le monde, quoi. Parce qu'on peut entendre le masculin, on peut entendre le féminin, et on peut entendre la fluidité de genre au milieu. Donc, on va créer des mots qui vont être, par exemple, actrice, voilà, ou spectatrice, ou des choses comme ça. On entend ça pas mal dans les podcasts féministes, d'ailleurs, on va entendre les auditorices. Donc voilà, ça permet en fait d'être plus inclusif là-dedans. D'ailleurs, le point médian aussi a été questionné parce que du coup, il permet. Donc en fait, le point médian, c'est un peu la manière de faire un doublet, mais de comment est-ce qu'on dit ça, pardon, le contracter, voilà, pour éviter d'avoir des phrases à rallonge et que ça aille plus vite. Mais du coup, ça permettait pas non plus vraiment d'inclure ces personnes-là. Et donc, on a commencé à créer des X maintenant en plus. Donc ça, c'est une nouvelle règle, par exemple, qui est en train de tourner dans les milieux féministes, qui n'est pas encore vraiment popularisée ailleurs. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, ça n'arrête pas de changer, effectivement. Mais il y a des règles de langage qui sont assez faciles à mettre en place si on ne veut pas non plus se prendre trop la tête avec toute la complexité. Mais simplement, par exemple, les doublets, c'est très facile. Ou utiliser des mots, au lieu de dire actrice, dire... Bon, est-ce que ça va marcher dans ce cas-ci ? Voilà, au lieu de dire spectateur et spectatrice ou spectatrice, on ne sait pas dire le public, l'audience. Voilà. En fait, un mot générique qui n'est pas masculin ou féminin, quoi. Ça, c'est aussi une règle de langage inclusif. Après, il y en a plein d'autres et elles sont répertoriées entre autres. Ça, c'est un des guides qui existe, mais qui est assez chouette. Voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment répondu à la question. Il y a une seule critique vraiment qui pour moi fait sens, qui a été amenée vers le point médian. C'est celui des lecteurs automatiques pour les personnes qui malvoyantes. Tu vois, les programmes sur Internet, sur le PC qui te lit. Et quand il y a des points médians, parfois ça rend un peu difficile l'écoute parce que ça coupe la phrase et tous les programmes ne sont pas ajustés pour le faire bien. Donc même les ordinateurs sont baignés de discrimination. Et du coup, voilà, moi, c'est la seule vraie critique qui me questionne à comment faire autrement pour que ça puisse être entendu facilement par les ordinateurs. Voilà. Mais en attendant qu'il y ait des lecteurs qui permettent d'inclure le point médian, on peut faire des doublets ou on peut faire des mots génériques. Ça marche très bien. Ça, c'est très simple à mettre en place et ça marche très bien. Moi, j'ai appris à ChatGPT à faire l'écriture inclusive dans toutes les réponses qu'il me donne. Super. Il en est capable, donc voilà, c'est qu'il l'a intégré. Il devient féministe. Il y avait une autre question ? Non. Mais en tout cas, c'est vrai que ça devient un automatisme au plus tu l'utilises, quoi. Moi, par exemple, les noms épicènes, en fait, ça permet aussi, quand tu as une audience justement qui n'est pas spécialement sensibilisée à cette problématique ou cette réalité, en fait, parler en langage épicène, personne ne remarque, entre guillemets, ou parfois on trouve ça un peu bizarre. Moi, je travaille dans le milieu médical et donc j'utilise le mot patientèle. Je sais qu'au début, c'est bizarre pour les gens, mais en fait, après, ça passe tout à fait bien, quoi. Pensez-vous que c'est possible dans le futur pour avoir les langues qui sont complètement neutres? Donc, moi, je suis du Zimbabwe et dans notre langue, ce n'est pas possible de dire elle ou lui. C'est juste personne. Donc, comme ça, il n'y avait pas besoin de beaucoup de pronoms, etc., parce qu'ils sont déjà neutres. Et comment ça marche? Parce que pour moi, je ne comprends pas. J'ai appris le français, j'ai appris l'anglais. Il y a beaucoup de langues qui ont ce genre de choses, l'arabe, par exemple. Mais je sais quoi, ça sert à quoi pour savoir que la maison est tout? On est bien d'accord. Oui, c'est sûr. Oui, c'est la question. Mais
Moi, j'ai pas l'impression qu'on pourrait neutraliser, je sais pas comment dire, la langue française dans le sens où elle est déjà, c'est tellement dur de la faire bouger parce qu'il y a quand même des gens très réfractaires et qui tiennent très fort à leur langue française. C'est un peu compliqué. C'est intéressant d'ailleurs parce que les gens de l'Académie française, qui par ailleurs sont pas du tout linguistes, je tiens quand même à le préciser, quoi. Mais bref, tiennent très fort à leurs règles, alors qu'en fait, la base de la langue, c'est quand même, elle évolue parce que les gens la parlent de cette manière-là, et c'est ça. Par exemple, les mots rentrent dans le dictionnaire parce qu'en fait, ils sont utilisés dans le langage courant. Donc en fait, les règles ne sont pas faites pour être imposées aux gens, mais pour répondre à l'usage qu'on en fait, quoi. Et donc bref, je pense pas qu'on va arriver un jour à une langue neutre, ou alors il y a encore beaucoup d'années, mais on va pas trop dans cette direction, je pense. Mais par contre, essayer de trouver des manières de la rendre plus inclusive et de jouer avec ça. Parce qu'aussi, je pense qu'un chouette truc qu'amènent les féminismes par rapport à la langue, c'est l'envie d'en faire quelque chose de malléable. La langue française a vraiment cette possibilité-là de jouer, de créer des nouveaux mots et tout ça, et donc d'en faire aussi quelque chose un peu ludique et joyeux. C'est aussi chouette d'amener un peu de joie dans les luttes politiques. Pardon. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a à y perdre, nous les hommes ? Qu'est-ce qu'on a à y perdre Ça nous apporte quoi de dominer ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? On est le chef ? Je veux dire, est-ce que la vie est mieux quand on est chef ? Je ne pense pas, quoi. Qu'est-ce qu'on peut y perdre ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle réticence ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle volonté de maintenir la femme dans un statut inférieur, entre guillemets ? Dans la tête, dans l'imaginaire de certains, c'est comme ça. Et je ne vois pas du tout quel est l'intérêt. Au niveau systémique, en fait, les hommes ont quand même vraiment beaucoup d'avantages, que ce soit sur le milieu du travail, ils vont être embauchés plus facilement. Oui, mais c'est une injustice. Oui, absolument. Mais donc, quel avantage ? Je veux dire, ça, c'est quand même un avantage très concret, quoi. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qui découle du fait que, tu vois. Mais le fait que si on était tous mis sur une situation d'égalité, tu vois, si du jour au lendemain, les femmes gagnaient la même chose que nous, en quoi ça changerait nos vies ? En quoi ça changerait nos vies ? Si vous aviez les mêmes droits que nous du jour au lendemain, en quoi ça changerait nos vies ? Vous pouvez voter, vous pouvez avoir des comptes en banque depuis moins d'une 50aine d'années, je crois. Qu'est-ce que ça change ? Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Oui. Et même à l'intérieur... Ouais. C'est ça. Ben oui. Mais faites des groupes d'hommes et discutez de ça avec d'autres hommes qui sont pas d'accord. Franchement, allez-y. On en a besoin, vraiment. Oui, non. Enfin, je sais pas si c'est pertinent. Et même, tu vois, même nous femmes, nous sommes pas, surtout nous femmes blanches, nous sommes pas exclus de reproduire des discriminations sur d'autres personnes, parce que c'est pas juste une question de genre. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui se croisent. Enfin, je sais pas. Je pense que j'ai quand même plus de privilèges qu'un homme avec un handicap dans cette société. Donc, je reproduis aussi une certaine discrimination sur d'autres groupes de personnes. Donc, tu vois, c'est vraiment pas à penser juste en termes de genre, mais aussi juste d'équité plutôt que... Enfin, d'équité, quoi. Bon, c'est mon avis, Mais... Ouais. En fait... oui, peut-être il faut arrêter. Moi, je pense que en fait, ça change beaucoup pour tout le monde de changer des rapports de pouvoir, que ce soit au niveau individuel ou au niveau systémique. Si jamais il y a des choses qui changent, en fait, c'est vraiment très, très complexe et on ne peut pas anticiper exactement qu'est-ce que ça va changer, tu vois. Parce que le fait que les hommes et les femmes aient le même salaire, du coup, par exemple, tu prends en compte le travail domestique qui est aujourd'hui pas rémunéré, dont les femmes prennent en compte la majorité du temps, quoi. Mais évidemment que ça va changer quelque chose dans la dynamique de notre société, et évidemment que ça va changer quelque chose pour les gens au niveau individuel, dans leur vie familiale, tu vois. Donc, oui, ça change tout, en fait. Non, absolument, ça. Mais voilà, je crois qu'on vit dans une société qui a beaucoup nourri l'individualisme, et donc les gens ont difficile de bouger. On voit les résultats des élections, ça montre ça aussi, quoi.
On va devoir clôturer, mais on a dépassé déjà, pardon. Ouais. Mais merci beaucoup à tout le monde. Et, de votre intérêt. N'hésitez pas à regarder le petit guide, et puis on a des petits stickers à les coller partout dans la ville. Merci.